Bonjour, donc dans cette séance, je vais essayer de proposer la solution et une solution de l'exercice 5 de la série 3 dont l'énoncé est le suivant. Donc, soit A, un réel compris entre 0 et 1, ça veut dire que A appartenant à l'intervalle 0, 1, comme ça. Il s'agit de montrer que pour tout réel ici, la fonction numérique de la variable réelle qui est x définie, de la variable réelle x définie par f de x égale à x plus 1 sur x carré est uniformément continue sur A1, le segment A1, mais elle n'est pas uniformément continue sur 0, 1. La fonction G maintenant, une fonction numérique continue sur R et périodique, on va montrer que G est uniformément continue sur R. Lesquelles des fonctions suivantes sont uniformément continues ou bien étudier l'uniformément continuité de la fonction f de x égale 1 sur x sur 1 plus l'infini puis sur 0 plus l'infini, f de x égale la racine de x sur 1 plus l'infini sur 0,2 puis sur 0 plus l'infini, f de x égale la sinus de x carré sur R. Bien, donc on va passer à la solution, question par question. Donc je vais commencer par cette question. Donc, pour la première partie, j'ai déjà utilisé cette technique au cours. Dès que j'ai un segment pareil, pour montrer l'uniformément continuité d'une fonction, il suffit de vérifier qu'elle est continue. Et de conclure en utilisant le théorème de L. Donc, comme cette fonction x au carré, bien x plus 1 sur x au carré, c'est-à-dire f, est une fonction fraction rationnelle, donc c'est une fonction fraction rationnelle, alors elle est continue, alors elle est continue sur son domaine de définition qui est R étoile, en particulier sur l'intervalle A1 car le A est supérieur strictement à 0, donc le A1 est inclus dans 0 ouvert plus l'infini. Voilà. Donc c'est une fonction continue sur ce segment, donc on détourne par le théorème de N, f est uniformément continu sur l'intervalle A1 qui est un segment. Maintenant, on va montrer que notre fonction n'est pas uniformément continue sur 0 plus l'infini. Donc, l'idée est aussi peut-être simple, je l'ai utilisé dans le cours. Le 0, c'est le seul élément qui n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction. Donc, on ne peut espérer la continuité, même les limites en sucre. Donc, c'est pourquoi, pour montrer que notre fonction n'est pas uniformément continue, je vais construire deux suites sur 0 plus l'infini, ou bien sur 0,8, sur 0,1 en fait, sur 0,1, soit xn, n supérieur ou égal à 1, donc soit deux éléments, soit avec un effet, soit xn, yn, n supérieur ou égal à 1, les deux suites définies par les deux suites définies par. Voilà. Pour la première suite, je vais la définir ainsi, une suite qui va de telle sorte que, donc les deux suites, je vais les définir, de telle sorte à avoir la différence tend vers 0, alors que la différence
des images de xn, yn respectivement ne tendent pas vers 0. Ils convergent ou bien divergent, mais ne tendent pas vers 0. Ils divergent et tendent vers plus l'infini. Donc, une suite qui est simple, qui tend vers, dont la différence tend vers 0, et il suffit de construire des suites qui tendent vers 0, les deux à la fois. Donc, on n'identifie pas, quel que soit n appartenant à n étoile, xn égale à 1 sur n par exemple, et le yn, elle est égale à 1 sur n plus 1. Alors, c'est évident que la suite xn moins yn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, car si la différence de deux suites qui tendent à la fois, ou bien toutes les deux, vers 0. Donc ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Maintenant nous allons voir que la suite fxn moins yn pardon, ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et pour tout n appartenant à n étoile, on a, donc je vais essayer de calculer f de xn moins f de yn. Donc c'est une technique, je répète, que j'ai utilisée aussi dans le cours. F de xn moins f de yn, elle est égale, donc f de x c'est ça, donc c'est 1 sur n plus 1 sur 1 sur n le tout au carré, c'est ça le x. F de x, n, pardon, moins f de yn, c'est 1 sur n plus 1 sur 1 sur n plus 1, le tout au carré. Elle est égale. Donc, je regarde ici qu'il y a 1 sur n au carré, donc je vais multiplier par inverse pour obtenir la chose suivante. n au carré facteur de 1 sur n plus 1, et moins, de la même manière ici, facteur de 1 sur n plus 1 et plus 1. Ça, c'est au carré. Elle est égale n au carré multiplié par 1 sur 1, c'est n, plus n au carré, et moins n plus 1, le tout au carré, et moins, pardon, je vais simplifier ici par n plus 1, et moins n plus 1, le tout au carré. Elle est égale. Donc le n moins n, c'est 0. Il me reste ici n au carré moins 1. Et je vais calculer ça, développer par contre. Ça, c'est n au carré moins 2n et moins 1. Ça veut dire que notre différence pardon, elle est égale. Donc le n au carré moins n au carré, donc c'est 0. Elle me reste moins 2, moins 2n. Donc la limite de notre suite, elle existe, mais elle est égale à l'infini. De f de xn moins f de yn, elle est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini. De quoi? De 2, ou bien moins 2, moins 2n. C'est moins 2, moins 2n. Et donc, elle est égale à combien? La limite de ça, c'est moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Donc, notre suite, donc en définitive, xn moins yn tend vers 0. Et, bien sûr, en n. Et la suite f de xn moins f de yn tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et celui-là, il est différent de 0. Donc, d'après un résultat de cours, il a été écrit sous la forme d'une remarque. Donc, la fonction f n'est pas uniformément continue sur 0, 1. Et voilà pour la première question. On passe maintenant à la seconde question. Donc, je vais rappeler la seconde question. Voilà, la voilà donc. Maintenant, on va prendre une fonction numérique continue sur R et périodique. Donc, on a deux conditions, à savoir la continuité de la fonction sur R, donc il est continu sur R, plus la périodicité de cette fonction.
Maintenant, il s'agit de montrer que G, notre fonction G, est uniformément continue sur tout R. Et voilà, c'est un résultat frappant. Voilà notre classe de fonctions qui sont continues et uniformément continues. Nous avons déjà introduit dans notre cours la classe de fonctions lipschitzienne de rapport K avec un réel positif, qui est une fonction, ou bien une classe de fonctions uniformément continue sur son domaine de définition. Maintenant, voilà une autre classe de fonctions, des fonctions périodiques qui sont uniformément continues sur R. Par exemple, on a des exemples, des fonctions continues sur R périodiques, par exemple la fonction sin, la fonction sinus de x, la fonction cosinus de x, elle est continue, et son pardon continue sur R est périodique, donc depuis une période par exemple, donc elles sont des fonctions uniformément continues. Bien, comment démontrer ce résultat? L'idée peut-être, elle repose sur la définition de fonctions périodiques. Donc, puisque G est périodique, donc G est périodique, comme G est périodique, alors il existe un T positif, je peux le prendre strictement négatif, un nombre réel, tel que, quel que soit x appartenant à R, en fait, lorsque le domaine c'est pas R, quel que soit x appartenant au domaine de définition x plus t, il doit être dans le domaine de définition et le x moins t pour pouvoir écrire ça. Maintenant, notre fonction c'est g, pardon, notre fonction c'est g par f. Donc g de x plus t est égal à g de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de travailler sur R tout entier, moins l'infini plus l'infini, il suffit peut-être de travailler sur 0t. Sur 0t. Pourquoi? Parce que si je prends un x quelconque dans R, il existe pour lui, je peux trouver pour lui un élément qui appartient à cet intervalle qui a la même image, pardon. Donc je peux toujours faire déplacer ce x ici. Comment je vais le déplacer? Nous allons voir ça. Mais si j'ai un y ici, là, ici, je vais le déplacer. Mais le x et y, la distance qui sépare le x à cet intervalle, par exemple à 0 ou bien à t, si je prends t comme origine, ça change. Il se peut que si x soit très proche de cet intervalle et le y est très loin. Donc la première difficulté, c'est ça. Comment faire entrer le x et le y ici? Pourquoi? Parce que s'ils sont là, notre fonction est continue sur R, donc continue sur 0t, et d'après le théorème de Rennes, elle est uniformément continue. Donc si j'arrive à faire entrer des réels quelconques à l'intérieur de cet intervalle, c'est terminé. Il y a deux difficultés. La première, c'est que je ne peux pas les faire entrer de la même manière. La deuxième, c'est que si je fais entrer le x et le y dans cet intervalle, je risque de perdre cette valeur absolue. Pourquoi? Parce que dans la définition de l'uniformément continu, je dois avoir à un certain moment que le x moins y est inférieur à l'état. Supposons qu'on a trouvé un x' ici et un y' ici. X' elle est là, y' elle est là. Est-ce que j'ai la même chose? Ou bien j'ai cette valeur absolue ne change pas. Bien sûr, d'après ça, cette valeur absolue x' moins y', elle est inférieure strictement à t, si je prends deux éléments ici, alors que cette valeur absolue, elle n'est pas toujours, elle peut être très grande. Donc, c'est pour cela, on ne va pas travailler sur cet intervalle, on va élargir cet intervalle un peu. Donc, on va l'élargir de ce côté et l'élargir de ce côté. Et nous allons savoir comment, ça demande beaucoup de temps pour arriver à ça, mais je vais exposer la démonstration et au moment adéquat, je vais dire comment j'ai choisi cet intervalle. Donc, G est périodique, alors on a quel que soit x appartient à R, G de x plus t égale G de x. Maintenant, une dernière chose, si je règle, supposons qu'on a réglé ça,
de telle sorte à avoir le x' moins y' égale à x moins y. En fait, c'est impossible de trouver ça. Parce que x', y', dès qu'elles sont dans un intervalle i, n'importe lequel, AB, le x' et le y', donc cette distance x' moins y comme valeur absolue, en fait, c'est la longueur de cet intervalle, elle est inférieure à a moins b ou bien b moins 1 valeur absolue. Mais je peux avoir le x là, par exemple, et le y est là, par exemple, voilà le x, voilà le y. Donc, j'aurais pas, je ne suis pas sûr que le x moins y en valeur absolue est égal à le x' moins y' en valeur absolue. Nous allons essayer de voir comment remédier à ça. Deuxième chose, je dois avoir g de x' moins g de y', elle est égale à g de x moins g de y. Eh bien, je vais utiliser cette propriété d'une autre que vérifie les fonctions périodiques, à savoir, quel que soit x appartenant à R, je travaille ici dans R, quel que soit un dans Z, le g de x plus n fois t, elle est égale à g de x, et le n, elle est quelconque, qu'elle soit grande ou petite, mais elle doit être dans Z. Donc, c'est grâce à ça, je vais montrer cette égalité. Comment? Il suffit de faire rentrer ce y, par exemple, ici, en ajoutant un nt ou bien en retranchant un nt. De même, le x, je vais le faire entrer ici en ajoutant un nt ou bien en retranchant un nt. Donc, passons maintenant à l'acte. Donc, alors, soit, je vais le poser sans bien dire, sans même justification. On va voir pourquoi j'ai choisi cet intervalle. C'est moins t de t. Alors, notre fonction g est continue sur i, car il est continu sur r. Donc, selon le théorème de N, comme pour la première question, le théorème de N, G, bien sûr, est uniformément continu. G est uniformément continu sur I. Voilà. C'est-à-dire quoi? Pour un epsilon positif C, parce que pour montrer que la fonction est uniformément continue, généralement, dans le cas général, on utilise soit des grands théorèmes ou bien on utilise la définition. Dire que notre fonction est uniformément continue sur R, ça veut dire quoi? Que quel que soit epsilon positif, il existe un état positif tel que, quel que soit x, y dans R, si on a la valeur absolue de x moins y inférieure strictement à cet état, alors la valeur absolue de g de x moins g de y est inférieure strictement à epsilon. Donc je vais fixer un epsilon quelconque. Il existe, d'après ça, il existe un alpha positif tel que quel que soit x, y dans i cette fois-ci, parce que tout ce que nous avons jusqu'à maintenant démontré, que notre fonction est uniformément continue sur i qui est égale à cet intervalle, c'est un segment. Si la valeur absolue de x moins y inférieure strictement à alpha, alors la valeur absolue de g de x moins g de y, elle est inférieure strictement à epsilon. Maintenant, on va prendre deux éléments quelconques dans R. Et avant d'arriver à ça, je dois choisir, le état. On va voir quelle est en fonction de alpha. J'ai dit que je vais essayer de faire coïncider en prenant deux éléments, soit donc x et y dans R2. Alors, donc, comme je l'ai déjà dit, je vais essayer de faire coïncider le x et le y, ou bien de trouver deux éléments. J'ai pris le x ici, par exemple, le y est là.
telle que, première chose, la valeur absolue de x moins y égale la valeur absolue, bien la distance entre deux éléments, x' et y' que je vais construire, et je dois entrer dans l'intervalle x et moins t de t. Comment nous allons faire? On va faire comme ça. Donc, soit, alors, si n égale à la partie entière de x sur t, alors, on a la chose suivante. On sait que, quel que soit x ou bien quel que soit z appartenant à f, le z moins la partie entière de z est supérieur ou égal à 0, il est inférieur strictement à 1. Donc c'est très simple parce que n'importe quel z qui appartient à R, je peux l'écrire comme la partie entière de z, virgule, quelque chose. Ça veut dire qu'elle est égale à la partie entière de z plus un 0, virgule, quelque chose. Ça veut dire que z moins la partie entière de z, elle est égale à 0, ça veut dire qu'elle est comprise entre 0 et 1. Donc c'est la partie décimale. On l'appelle aussi la partie décimale. Alors, je vais l'appliquer ici pour ce nombre. X sur t, pardon, moins n, qui est la partie entière de x sur t, est supérieur ou égal à 0 et inférieur sur moins 1. D'où, en multipliant par t, les trois membres de cette inégalité, puisqu'elle est strictement positive, j'obtiens 0 inférieur ou égal à x moins mt, elle est inférieure strictement à t. Voilà le nombre réel dont j'ai parlé un instant donné. Donc je vais le poser égal à x', soit x', elle est égale à x moins mt, et le y', elle est égale à y moins nt. Voilà, nous sommes sur le point de montrer pourquoi on a pris l'intervalle moins t et de t. Si nous sommes sûrs que celui-là appartient à 0t, on n'est pas sûr que celui-là appartient à 0t. Mais on va montrer que celui-là appartient à moins t de t. Sous certaines conditions, bien sûr. Parce qu'il y a une autre condition que je vais imposer. Donc la première chose à regarder, ou bien à vérifier, c'est la suivante. X' moins y' en valeur absolue, elle est égale. Celui-là moins celui-là, mais celui-là moins celui-là, c'est 0. Donc c'est x moins y. Donc même si celui-là, je l'ai déjà dit, peut être très loin de 0 et de t, ou bien de l'intervalle 0t, celui-là aussi, mais la valeur absolue de x' moins y', elle est égale à la valeur absolue de x moins y. Ça veut dire, si celui-là appartient à l'intervalle en question, et si celui-là appartient inférieur strictement à alpha, j'aurai celui-là inférieur strictement à alpha, donc j'ai le résultat. Ça veut dire la différence inférieure à c. Donc on continue. Donc je vais essayer pour gagner de l'espace, je vais essayer de changer la page. Voilà. Voilà, donc alors, je vais écrire ici. Donc, il reste maintenant à choisir le état, de telle sorte à ce que si j'ai x moins y comme ça, inférieur ou bien x' moins y' inférieur à état, alors, donc, si j'ai ça, j'ai nécessairement x moins y inférieur strictement à état. Donc, j'ai nécessairement ça. Mais x' moins y' inférieur à état, ça veut dire elle est même équivaut à ça parce que la valeur absolue de ça inférieure strictement à ça. Donc, je dois chercher les conditions sur y pour avoir x' moins y' ou bien y' appartient à un intervalle bien donné. Parce que je répète, ce qui manque ici, c'est que ce x' moins y', c'est vrai qu'il est inférieur à état dès que le x moins y est inférieur strictement à état. En fait, je vais imposer ça. X moins y, je cherche un état tel que si x moins y valeur absolue inférieure strictement à état, si on a ça, j'ai de x moins j'ai de y inférieur strictement à y. Mais dire que celui-là est inférieur à état, on a équivalence entre ça et ça.
je cherche le état. Et par la suite, si celui-là appartient à I et celui-là exprime, il appartient déjà à I, pourquoi? Voilà pourquoi. Parce qu'il appartient à 0t et moins t de t, il est inclus dans celui-là. Maintenant, reste à montrer celui-là. Donc, dire qu'on a ça, ça veut dire qu'on a x' moins y' compris entre état. Je peux même prendre le y' moins y' moins x', parce que si deux nombres sont opposés, ils ont la même valeur absolue. Inférieur strictement à moins état. Donc, ça veut dire que le y' supérieur strictement à x' moins état est inférieur strictement à état plus x'. Donc, voilà. Je vais essayer de voir où appartient celui-là. Donc, ce x' moins état, ce état, je le cherche positif. Donc, celui-là, elle est ce x' moins état. Si ce état est positif, donc moins état est négatif. Moins état est négatif. Donc, on sait que le x', le voilà, elle est supérieur ou égal à 0. Donc, le x' est supérieur ou égal à 0. Si j'ajoute un moins état ici, un moins état là, donc x' moins état est supérieur ou égal à moins état. Donc, inférieur ou égal à x' moins état. Celui-là inférieur strictement à y', et celui-là état plus x', il est un plus x' inférieur à t, donc c'est état plus t. Donc voilà, j'arrive peut-être à encadrer ce y' en fonction de l'état. Donc pour avoir y', donc regardez-moi bien, je ne peux pas dire que le y' est positif, parce que celui-là, ce n'est pas toujours positif. Y', moi, je cherche un état, il se peut que ce état est supérieur strictement x', et sera négatif. C'est pourquoi on a choisi à essayer d'élargir l'intervalle 0t, donc, et d'aller ici. Maintenant, si je choisis état, par exemple, égal à t, j'aurai y' ici supérieur à moins t. Et de là, le état et le état égal à, je dis, si je prends état égal à t, j'aurai ça, donc j'ai ici de t. Donc voilà. Mais le état qui existe là-bas, on a déjà trouvé un alpha, tel que si x moins y inférieur à alpha, on a le résultat. Donc si j'ai ces deux conditions, ça veut dire le état inférieur à, je choisis un état tel que état inférieur à t et le état inférieur strictement à alpha, donc j'aurai la chose, parce que dans ce cas, j'aurai x' ou y' inférieur à état, donc il est inférieur à alpha, donc je peux utiliser ce que j'ai déjà en conclusion. Le état inférieur à t, j'ai ça. Donc voilà, je choisis ce état comme ça, soit état, elle est égale au minimum de alpha qu'on a trouvé, montrer l'existence, et de t. Alors, je vais réécrire ce qu'on a. Donc, j'ai pris x, y. Alors, si x moins y inférieur strictement état, alors, le x' moins y', elle est inférieur strictement à état. D'où, et je vais écrire des implications, c'est mieux. Alors, x' moins y, bien x moins y inférieur à état entraîne que x' moins y' inférieur strictement à état, ce qui implique, bien, on a deux choses. La première chose, x' moins y', pardon, x' moins y', elle est inférieure strictement, je l'ai déjà dit, à t. Parce que je veux encadrer ce t. Ceci, on a même une équivalence ici. Ceci implique que y' moins x est inférieur strictement à t et supérieur strictement à moins t, je l'ai déjà dit. Ce qui implique que si x' moins t inférieur strictement à y', inférieur strictement à x' plus t. Donc, ce qui implique, je l'ai déjà dit, le x', je répète, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, si j'ajoute un moins t ici et plus un moins t là, j'aurai ça inférieur ou égal à ça. Donc, moins t
elle est inférieure ou égale à x' moins t, inférieur strictement à y', inférieur strict. Mais le x', elle est là, c'est ce x' est inférieur à t, donc j'ai celui-là inférieur à 2t. Donc, ce qui implique que y' appartient à moins t de t. Voilà. Donc, le x' appartient à moins t de t, et de plus, le x', elle appartient à 0 t, d'où le x' appartient à moins t de t, ça veut dire on a les deux choses suivantes. Donc, le couple x', y' qu'on vient de construire, elle appartient à i au carré. Donc voilà, ce x', y' m'appartient à i au carré. C'est vrai, celui-là, on n'est pas sûr qu'il appartient à 0t, mais il appartient à moins t de t. Maintenant, qu'est-ce que nous allons essayer de voir? Est-ce que la valeur absolue de x' moins y' inférieure strictement alpha, l'alpha que nous avons déjà montré l'existence. Par ailleurs, le x' moins y' en valeur absolue, elle est égale à la valeur absolue de x moins y. De x moins y. Et cette valeur absolue de x moins y, elle est inférieure strictement à état. Mais le état, c'est le minimum du C2. Donc, inférieur ou égal à alpha. Donc voilà, d'où notre, parce que le état, je répète, c'est le minimum. Donc, le x' moins y', elle est inférieure strictement à alpha. Donc, d'après le premier résultat, on a d'où C2 il appartient à I, la différence de valeur absolue est inférieure à alpha, d'où G de x' moins G de y' en valeur absolue inférieure strictement à epsilon. Mais, or, le G de x' moins G de y', elle est égale à G de x moins n fois t, c'est ça le x', et moins G de y moins n fois t. Mais la fonction étant périodique, donc t est une période, donc c'est g de x moins g de y. Donc, g, donc, la valeur absolue de g de x moins g de y, qui est égale à la valeur absolue de ça, est inférieure strictement à epsilon. Qu'est-ce qu'on a montré? Donc, en conclusion, quel que soit epsilon positif, j'ai déjà fixé un epsilon positif, il existe un état, on a montré l'existence d'un état positif tel que, quel que soit x, y appartenant à R2, si le x, tel que, pardon, je vais écrire ici, tel que, quel que soit x, y appartenant à R2, si on a la valeur absolue de x moins y inférieure strictement à f, alors la valeur absolue de g de x moins g de y est inférieure strictement à epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fonction g est uniformément continue. Maintenant, on passe à la seconde, à la troisième question qui comporte trois petites questions. Voilà. Donc, il s'agit de vérifier ou bien d'étudier l'uniformément continuité de certaines fonctions sur des intervalles donnés. On commence par cette fonction. Donc, la fonction 1 sur i sur 1 plus l'infini. Donc, généralement, lorsqu'on a l'expression de la fonction et on a l'intervalle, on utilise généralement, on essaye de montrer, pour montrer une continuité, que la fonction, notre fonction est epsilonienne. C'est ça ce que nous allons faire pour le premier cas. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, voilà, on a la chose suivante. Pour tout x, y, je vais l'appeler i. Pour tout x, y appartenant à i, on a f de x en valeur absolue,
moins f de y, elle est égale à 1 sur x moins 1 sur y. Elle est égale, donc pour montrer qu'une fonction est lipschitzienne, il suffit de faire apparaître dans cette différence, le x moins y fois un quelque chose et de montrer que ce quelque chose est majoré par une quantité positive. C'est ça ce qu'on va faire ici. Donc pour faire apparaître le x moins y ou bien y moins x en valeur absolue, il suffit de rendre comme dénominateur ici y moins x sur xy. Mais le x et le y sont dans 1 plus l'infini, donc ils sont déjà strictement positifs. Donc j'aurai 1 sur xy multiplié par la valeur absolue de x moins y, parce que x moins y et moins x sont opposés, donc ils ont la même valeur absolue. Or, ce x est supérieur ou égal à 1 appartient à i et y aussi appartient à i, d'où le x est supérieur ou égal à 1 et le y est supérieur ou égal à 1. Donc, bien, alors, si je multiplie ici 2, x fois y sont positifs et le reste est supérieur ou égal à 1. Ou encore, si je passe à l'inverse maintenant, 1 sur x, y, elle est inférieure ou égale à 1, en fait, et elle est positive. Donc, nouveau, le f de x moins f de y en valeur absolue, moins f de y, elle est inférieure ou égale à 1 fois x moins y. Donc, le cas qu'on cherchait, c'est ce 1 qui est là. Donc, notre fonction f, c'est-à-dire que notre fonction f est lipschitzienne, donc lipschitzienne, de rapport, ou bien de rapport K est égal à 1. De rapport 1. Donc, je l'ai déjà dans le cours, ce nombre-là, ça s'appelle le rapport de la fonction qui est lipschitzienne. Donc, le rapport 1. Donc, selon notre cours, donc, alors, d'après notre cours, à savoir que toute fonction lipschitzienne, K-lipschitzienne, est une fonction uniformément continue sur un intervalle, sur lequel elle est lipschitzienne. Elle est f est uniformément continue sur 1 plus l'infini, qui maintenant nous allons voir en fait sont uniformément continus sur 0 plus l'infini. La technique est la même. J'ai déjà dit que pour la fonction x plus 1 sur x au carré, et c'est une fonction fraction rationnelle, de même celle-là c'est une fraction rationnelle. Le 0, c'est le seul élément qui n'appartient pas au domaine des définitions, donc je ne peux parler de la continuité de cette fonction, pour cette fonction, en 0, pardon, pour cette fonction, je ne peux même pas parler de le prolongement par continuité, parce que la limite à droite de cette fonction en 0, c'est plus l'infini, alors que la limite à gauche, c'est moins l'infini. Donc, nous allons nous baser sur ce 0 pour montrer que la fonction n'est pas uniformément continue. Donc, sur 0 plus l'infini, je le monte ici, je vais rien dire. Donc, je vais prendre, comme je l'ai déjà fait avec l'exemple 1, ou bien la question 1, je vais construire de suite, soit dans la différence envers 0, soit donc xn, je peux prendre même les mêmes suites. N supérieur ou égal à 1 et yn avec n supérieur ou égal à 1 défini par. Donc je vais prendre les mêmes suites de la première question, définie par. Donc quel que soit n appartenant à n étoile, pour tout un nom n étoile, xn égale à 1 sur n et yn est égal à 1 sur n plus 1. Donc je vais prendre les mêmes suites. On a déjà montré que d'où la suite xn moins yn tend vers 0, on l'a déjà montré dans la première question. Maintenant, f, quel que soit n appartenant à n étoile, le calcul ici c'est simple.
f de xn moins f de yn, elle est égale à 1 sur n, c'est ça le x, moins 1 sur n plus 1. Donc elle est égale à n moins n plus 1, elle est égale à n moins n moins 1, elle est égale à moins 1. Ça veut dire que notre suite f de xn moins f de yn est constante, donc elle est convergente vers cette limite. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini, dans notre suite f de xn moins f de yn, elle est égale à moins 1, et ce moins 1 il est différent de 0. Donc, cette suite, ou bien les deux suites que nous avons construites, leur différence s'attend vers 0, et la différence des images par la fonction f ne tombe pas, elles convergent, mais ne convergent pas vers 0. Donc, d'après aussi notre cours, la suite ou bien la fonction f n'est pas uniformément continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et voilà pour ce premier exemple. On passe maintenant au second exemple. C'est l'exemple dans la question B. Voilà, il s'agit de la fonction racine de x. Peut-être avant de traiter cet exemple, je vais traiter, parce qu'il y a trois intervalles ici, 1 plus infini, 0, 2, puis 0 plus infini. Je vais passer au dernier exemple. Peut-être elle est un peu simple. Pourquoi? Parce que la fonction, il s'agit de montrer ou bien d'étudier l'uniforme continuité de cette fonction sur R. Donc, pour montrer, comme je l'ai déjà dit, on a l'expression, on essaye de montrer, par exemple, est-ce que cette fonction est léptisienne. Sinus de x au carré sur pont nx, y quelconque dans R, est-ce qu'on a est-ce que notre fonction est léptisienne? Si j'essaie de trouver, bien d'encadrer, bien de trouver un cas tel que ça, égal à k fois x moins y, c'est vrai, je peux utiliser cette égalité sans démonstration, on peut la démontrer très simplement en utilisant pour les sciences maths le théorème d'accroissement fini, comme vous allez le voir, ou bien on l'avait déjà montré. Elle est égale, c'est vrai, x moins y, elle est là, une quantité remarquable, x plus y. Mais je ne peux pas majorer ce x plus y en valeur absolue parce que x et y sont donc. D'où l'idée de penser au fait que cette fonction, en fait, comme x au carré, elle n'est pas uniformément continue. Donc, nous allons essayer de montrer qu'elle n'est pas uniformément continue par la même technique. On va construire de suite soit un, soit xn et yn, les deux suites définies par les deux suites définies par quel que soit n appartenant à n, donc je vais construire ce disque de telle sorte à avoir la différence, ça tend vers 0. Puisqu'il y a ce carré, je peux penser à la racine carrée, puisqu'il y a ce sinus, donc je vais construire la suite, comme dans celle qu'on a construite dans le cours, pour donner des exemples où la fonction n'admet pas de limite. Lorsqu'on a montré que cette fonction, la fonction cosinus n'admet pas de limite, cette fonction, c'est pas cosinus, n'admet pas de limite en 0, ou bien cette fonction n'admet pas de limite en plus l'infini, on a construit des suites en utilisant le 2π, parce que 2π est une période de ces deux fonctions. Donc je vais la construire donc xn égale à 1 sur la racine de, par exemple, de 2nπ, de 2nπ, si j'ai le 0, je peux prendre ça comme ça. Je peux ajouter un 1 ici, n supérieur ou égal à 1, donc quel que soit un nom n étoile, yn, elle est égale à 1 sur, donc la racine carrée du même nombre, comme on appelle de 2nπ, et plus un quelque chose, plus 1, plus 2, plus 3, plus sur 2, en fait, plus un nombre dans le sinus qui n'est pas égal à 0. Donc
Donc, je vais prendre 1 tout simplement. Tout. La suite xn moins yn, elle est égale à 1 sur la racine de 2n pi moins 1 sur la racine de 2n pi plus 1. Celle-là tend vers 0 et celle-là tend vers 0. Donc la différence est tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors que je vais essayer de montrer que f de xn moins f de yn ne tend pas vers 0. Et quel que soit n appartenant à n étoile, f de xn moins f de yn, elle est égale sinus de 100 au carré. Donc c'est 1 sur... Pardon, je ne vais pas trouver, je vais continuer, je vais dire comment, je ne vais pas trouver une limite. Donc c'est 1 sur, donc c'est ça au carré de 2n de pi. Maintenant voilà, moins sinus de ça au carré, c'est 1 sur 2n plus pi, pardon, plus 1. Donc, on regarde déjà, ou bien on remarque déjà que cette fonction, celle-là, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc, lorsque n tend vers l'infini, ça c'est 0, donc c'est 0. Donc, ces de suite ne sont pas bonnes pour jouer le rôle de la contraction. Je vais changer un peu. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais prendre cette 2n de pi. C'est vrai, celle-là est vers plus l'infini. Mais en faisant la différence, je vais tomber sur 0. 2n de pi plus 1. Donc, c'est pas ça maintenant. Donc, c'est la racine de 2n pi, pardon, excusez-moi de ce retard, et moins la racine de 2n pi plus 1, elle est égale. Donc, je ne peux pas calculer la limite directement parce qu'il y a une forme indéterminée, comme nous l'avons déjà dit. Ça, c'est vu par dans le cours, ça c'est l'infini, ça c'est plus l'infini, donc il y a une forme indéterminée, je vais m'enlever. Donc, les responsables de cette forme indéterminée, c'est 2, donc je vais essayer de les rapprocher. Comment faire? C'est multiplié par le conjugué, donc je vais obtenir ça, la racine de 2n de pi, et plus la racine de 2n de pi plus 1. Voilà, c'est ça le conjugué. Je trouve ici ça au carré, c'est 2n de pi, moins ça au carré, 2n de pi, et moins 1. Elle est égale à 2n pi moins 2n pi, c'est 0. Donc c'est moins 1 sur la racine de 2n pi, plus la racine carrée aussi de 2n pi plus 1. Et voilà, cette suite tend vers 0, parce que ça tend vers l'infini, ça tend vers l'infini, donc la limite de la différence, c'est 0. Donc, xn moins yn, elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Maintenant, quel que soit n appartenant à n, donc voilà, je vais changer un peu. Donc, j'aurai ça au carré, j'obtiens 2n pi, voilà, moins ça au carré, c'est 2n pi plus 1. Elle est égale, pardon, j'arrive pas à voir ici, donc je vais écrire ici, et pour tout n appartenant à n étoile, on a f de xn moins f de yn égale au sinus de ça au carré, donc c'est 2n pi, moins ça sinus de ça au carré, c'est 2n pi plus 1. Et voilà, on sait que la fonction sin est périodique dans deux pieds supérieurs. Donc ça c'est 0 moins sinus de 1. Elle est égale à moins sinus de 1. Encore une fois, notre fonction, notre suite, différence des images, des suites xn et yn respectivement, constante, donc convergente vers cette constante. Donc les limites, quand n tend vers plus l'infini, de f de xn moins f de yn, elle est égale à moins sinus de 1, et le sinus de 1 et le moins sinus de 1 est de 0. Donc, on a construit deux suites dont la différence tend vers 0, alors que la différence des images ne tend pas vers 0. Il est convergent, mais il converge vers un nombre différent de 0. Donc,
notre fonction f n'est pas uniformément continue sur R tout entier. Et voilà, pour le troisième exemple, je vais passer maintenant, revenir en arrière à l'exemple 2. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intervalles sur lesquels on doit étudier l'uniformément continuité. Voilà, c'est cette fonction racine carrée. Voilà, donc, il y a quelque chose peut-être qui est très simple, c'est de regarder si cet intervalle, donc l'idée nous l'avons utilisée plusieurs fois, soit ici, soit dans le cours, c'est un segment. Donc pour montrer ou étudier l'uniformément continu sur cet intervalle, il suffit de voir est-ce que cette fonction est continue, et bien sûr elle est continue. Donc je vais commencer par le calcul simple, sur cet intervalle, la fonction f est continue. Donc, selon le théorème de n, toujours encore une fois, selon le théorème de n, f est uniformément continu. Sur l'intervalle 0,2. Donc, c'est terminé. Donc, je vais revenir ici. Peut-être le cas qui est un peu difficile, c'est ce cas. Parce qu'il bien sous 0. C'est vrai, notre fonction, dans ce cas, est continue en 0 à droite. Elle est continue en fait sur tout cet intervalle, mais la non-continuité, ou bien notre fonction n'est pas définie à gauche, peut-être donnera ou bien posera quelques difficultés. Pourtant, nous allons voir que notre fonction est une fonction continue sur cet intervalle en utilisant ces deux cas pareils. Maintenant, on passe à l'intervalle 1 plus l'infini sur l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, notre fonction, ce n'est pas un segment, donc je vais essayer de montrer qu'elle est, comme je l'ai déjà dit, une fonction lipschitzienne. Donc, soit nx, y, deux éléments, je vais l'appeler i, soit x appartenant à i et y appartenant à i. Alors, f de x en valeur absolue moins f de y, elle est égale. La valeur absolue de la racine de x moins la racine de y. Comme je l'ai déjà dit, je vais essayer de faire apparaître le x moins y. Faire apparaître le x moins y, et ça veut dire ici enlever cette racine carrée. Pour enlever cette racine carrée, on va multiplier, on l'a déjà fait, par le conjugué. Donc je vais obtenir le conjugué, c'est ça, plus la racine de y, et ici c'est x moins y. La racine de x au carré en fait, moins la racine de y au carré, donc c'est x moins y. Comme la racine de x et la racine de y sont supérieures ou égales à 0, elles sont même strictement positives parce qu'elles sont supérieures ou égales à 1. Donc cette quantité elle est égale à 1 sur la racine de x plus la racine de y multipliée par la valeur absolue de x moins y. Or, comme pour la fonction 1 sur x sur 1 plus l'infini, x est supérieur ou égal à 1 et y est supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que le x et le y, on les a pris ici. Alors, la racine de x elle est supérieure ou égale à 1 et la racine de y aussi supérieure ou égale à 1. Alors, la racine de x plus la racine de y elle est supérieure ou égale à 1 plus 1, ça veut dire supérieure ou égale à 2. Maintenant, on passe à l'inverse. Donc, 1 sur la racine de x plus la racine de y, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Et je vais revenir ici. Donc, la valeur absolue de f de x moins f de y, elle est inférieure ou égale à 1 demi x moins y. Ainsi, notre fonction est lipschitzienne de rapport 1 demi sur cet intervalle. Où f est lipschitzienne sur l'intervalle i. Donc,
f est uniformément continue sur donc notre fonction f est uniformément continue et uniformément continue sur l'intervalle i qui est 1 plus l'infini. Maintenant, il nous reste à montrer, ou bien à savoir, l'uniformément continu de cette fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien, l'idée est très simple, à mon sens, bien sûr. Si je représente cet intervalle, 0 plus l'infini, le voilà. Donc, c'est cet intervalle. Si je prends x, y dans cet intervalle, j'ai un nombre ici qui est 2, parce qu'on a étudié l'uniformément continuité sur cet intervalle, et on a étudié l'uniformément continuité sur cet intervalle. Donc, il y a, lorsque je prends x, y dans le R, on a ces possibilités. Soit le x et le y ils sont là. Donc, j'utilise le fait que ma fonction est uniformément continue sur 0,2. Le deuxième cas, soit les deux, voilà les deux sont ici. Donc, plus l'infini, x et y. Donc, j'utilise, donc elles sont là, donc elles sont dans 1 plus l'infini. Donc, j'utilise le fait que ma fonction est uniformément continue sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc il est uniformément ici. Et le dernier cas, c'est le troisième, c'est l'un est dans 0, 2, et l'autre dans 2 plus l'infini. 1 est ici, et 1 est ici. Puisque je travaille avec la valeur absolue, et le x et le y jouent le rôle symétrique, je peux supposer que c'est le x qui est là et le y qui est là. Donc, par cette technique, peut-être le cas qui est un peu difficile, c'est celui-là. Parce que nous allons montrer que, quel que soit epsilon positif, il va exister un état positif tel que si on a x moins y inférieur strictement à état, alors f de x moins f de y inférieur strictement à epsilon. Bien, si le x et le y sont là, le état que je vais choisir, c'est le état dépendant de epsilon bien sûr, et le fait que notre fonction est uniformément continue, donc il existe ce état. Donc si x, y moins état, ils sont là, donc j'ai ça, inférieur strictement à epsilon. Maintenant, si les x, y sont là, le état c'est l'état relatif à 1 plus l'infini. Si le x et le y sont là, comment je vais choisir le état? Bien sûr, si le x, si j'ai ce schéma, donc le x moins y inférieur à état, supposons qu'on a choisi un état, alors le x moins 2, ce x moins 2, puisque x il comprend entre 0,2, y entre 2 supérieur ou égal à 2, donc cette différence qui est la longueur de cet intervalle, elle est supérieure ou égale à x moins 2, donc x moins 2 inférieur à état. De plus, ce y moins 2 aussi, c'est la longueur de l'intervalle de y, et cet intervalle, elle est plus petit en longueur par rapport à cet intervalle. Donc le y aussi moins 2, elle est inférieure strictement à état. Donc là, je suis dans l'intervalle 0,2. Si ce état a un lien avec le état relatif à l'intervalle 0,2, j'ai le f de x moins f de 2 inférieur strictement à epsilon. Si le état est un lien avec le état lié ou bien relatif à l'intervalle 1 plus l'infini, alors j'aurai f de y moins f de 2 est inférieur strictement à epsilon. Bien sûr, pour avoir ça, il suffit que le état que je vais chercher, c'est le plus petit des deux états, celui relatif à l'uniformément continu de l'intervalle de la fonction sur 0,2 et l'autre état, c'est le état lié à l'uniformément continu de l'intervalle de la fonction sur 1 plus l'infini. Donc j'aurai ça. Maintenant, comment je vais déduire le résultat? Si je prends f de x moins f de y,
elle est égale à f de x moins f de 2 plus f de 2 moins f de y. Et on va utiliser une inégalité classique connue par le nom d'inégalité triangulaire. Donc celui-là, elle est inférieure à la valeur absolue de f de x moins f de 2 plus la valeur absolue de f de 2 moins f de y. Celui-là, d'après ça, est inférieur strictement à epsilon et celui-là inférieur strictement à epsilon. Mais je veux avoir un epsilon, donc il suffit de voir, de poser celui-là inférieur strictement à epsilon sur 2, celui-là inférieur strictement à epsilon sur 2, donc j'ai le résultat. Voilà donc comment je vais procéder. Donc soit un epsilon positif, il existe un état 1 positif tel que soit x, y appartenant à 0,2 au carré, si on a la valeur absolue de x moins y inférieure strictement à état 1, alors la valeur absolue de f de x moins f de y inférieur strictement à epsilon sur 2. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on dit ça? Parce que car f est uniformément continu sur 0,2. Maintenant, il existe un état de positif tel que, cette fois-ci, quel que soit y appartenant à 1 plus l'infini au carré, si on a x moins y inférieur strictement à état 2, alors le f de x moins f de y inférieur strictement aussi à epsilon sur 2. Maintenant, pourquoi ça? Car f est uniformément continu sur 1 plus l'infini. Alors, donc, état égal au minimum ou bien un nombre positif inférieur strictement inférieur à ce minimum de état 1 et état 2, le plus petit des deux. Première chose, état 1 ou bien état inférieur ou égal à état 1 et état inférieur ou égal à état 2. Première chose. Et pour tout x, y dans 0 plus l'infini, on a le premier cas, le x et le y, c'est ce premier cas, tous les deux sont dans 0,2. Pardon, je vais prendre cette situation pour tout x, y, tel que. Donc je vais imposer à x et y d'être loin l'un de l'autre de cette quantité, inférieure strictement à f. Alors, premier cas, si x et y appartenant à l'intervalle 0,2, on a alors la valeur absolue de x moins y inférieur strictement à état. Alors, x moins y, comme je l'ai déjà dit, ce état il est inférieur ou égal à état 1 inférieur ou égal à état 2, donc inférieur strictement à état 1. Et si deux nombres sont dans 0,2 qui vérifie ça, alors, d'après la première proposition, f de x moins f de y, elle est inférieure strictement à epsilon sur 2, et celui-là, elle est inférieure strictement à epsilon. Parce qu'un nombre positif divisé sur 2, ou bien la moitié d'un nombre positif, est toujours inférieur strictement au nombre. Le deuxième cas, donc on a le résultat. Le deuxième cas, si ce x, y sont dans 1 plus l'infini
au carré. Alors, x moins x moins y inférieur strictement à état, toujours entraîne que x moins y, puisque le état est inférieur ou égal à état 2, inférieur strictement à état 2. Et d'après cette propriété, puisque x, y sont donc 1 plus l'infini, et leur différence inférieure strictement à état 2, alors le f de x moins f de y inférieur strictement à epsilon sur 2, et le epsilon 2 sur 2 étant inférieur strictement à epsilon. Donc f de x moins f de y inférieur strictement à epsilon. Maintenant, reste le troisième cas. Donc si, troisième cas, si x, y, cette fois-ci, l'un appartient, si x appartient à 0,2 et y appartient à 2 plus l'infini. Alors, ça veut dire que j'ai cette situation-là. Donc j'ai le 0, j'ai le 2, et on a le plus l'infini ici. Le x est là, et le y est quelque part là. Donc, je l'ai déjà dit, je peux prendre x appartient à 2 plus l'infini, y appartient à 0,2. Ça ne changera rien comme on va voir, parce que la valeur absolue de x moins y est la valeur absolue de y moins x. Donc si, alors, la valeur absolue de x moins y inférieure strictement à état, on est toujours imposé à cette valeur absolue de la différence, la valeur absolue de la différence inférieure à état, entraîne quoi? Donc je l'ai déjà dit, la valeur absolue de x moins 2, c'est la longueur de cet intervalle. Elle est bien sûr inférieure ou égale à la valeur absolue de y moins 2. Donc la valeur absolue de x moins 2, elle est aussi inférieure à l'état. Et la valeur absolue de y moins 2 est inférieure aussi à l'état. Je vais répéter pourquoi. Parce que je peux la montrer algébriquement en utilisant l'ordre et les opérations, mais c'est mieux de la voir comme ça. Le x, elle est là, le y, elle est là. Donc le 2, il est coincé entre les deux nombres x, y. Donc la x moins y, cette valeur absolue, c'est la distance, c'est la longueur de cet intervalle. Elle est inférieure ou égale à la longueur de cet intervalle de même celle. Ce qui implique, puisque ce x et ce 2, elles sont là, donc je peux appliquer ça. Donc x moins 2 inférieur strictement à état 1. Et y moins 2 inférieur strictement à état 2. Parce que l'état 1, c'est le minimum de état 1 et état 2. Or, le x et le 2 sont ici. Dès que je vérifie ça, j'aurai f de x moins f de 2. Elle est inférieure strictement à epsilon sur 2. Et la valeur absolue de f de y moins f de 2, elle est inférieure strictement à epsilon sur 2. Ce qui implique que f de x moins f de y, qui est inférieur strictement, ou bien inférieur ou égal, pardon, à f de x moins f de 2, plus, j'ai déjà expliqué cette relation, bien cette inégalité, f de 2 moins f de y, et celui-là étant inférieur strictement à epsilon sur 2, et celui-là inférieur strictement à epsilon sur 2. Donc, la somme est inférieure strictement à epsilon. En définitive, donc, je répète, si le x, donc si je peux ajouter un quatrième cas, le x appartient à 0,2, pardon, à 2 plus 1 y appartient à 0,2, donc ça ne changera rien ici. Le x moins y, le y moins x sera égal à x moins y, donc rien ne changera ici. Donc, en définitive, quel que soit x, ou bien quel que soit epsilon positif, il existe un état positif tel que quel que soit x, y appartenant à 0 plus l'infini, si on a la valeur absolue de x moins y inférieure strictement à état, alors la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure strictement à epsilon. Donc notre fonction f, donc f
est uniformément continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ainsi, la solution de cet exercice est terminée. Dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais proposer la solution du dernier exercice. Bien à vous et au revoir.